Merci. Merci François. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, merci de m'avoir invité à cet après-midi dont le thème est maladie métabolique, un nouveau champ de la chirurgie viscérale, pour vous parler de potentielles nouvelles recommandations dans le diabète de type 2. Donc, je suis diabétologue et en fait, je m'intéresse beaucoup à la chirurgie bariatrique pour avoir en fait suivi pas mal de patients. Et voilà, donc j'ai pas de conflit d'intérêt concernant le contenu de cette présentation. Alors, d'un point de vue diabétologique, en fait, on a dans le contexte de la chirurgie bariatrique essentiellement trois grandes questions qu'on aime bien poser. D'abord, est-ce que c'est efficace? Alors, je ne vais pas vous refaire la littérature, mais la chirurgie bariatrique a démontré son efficacité dans la prise en charge du diabète de type 2, au moins pour les IMC supérieurs à 35 kg par mètre carré, par rapport au traitement médical seul du diabète. Et pour ça, il a fallu en fait attendre des études randomisées qui se sont petit à petit développées dans la littérature. Donc, juste un exemple, en fait, celle de Philippe Schauer, qui est paru très récemment dans le New England Journal of Medicine. Là, vous avez en fait des patients diabétiques de type 2, vous connaissez cette étude, qui ont été randomisés en traitement médical ici, la sleeve et le bypass gastrique, et dont le critère principal en fait d'évaluation, c'était comment on va évaluer l'hémoglobine glyquée, c'est-à-dire ce marqueur qui permet de savoir l'équilibre glycémique les 3 derniers mois. C'est le critère essentiel pour le suivi des diabétiques. Et comme vous le voyez sur cette figure de résultat, en fait, sur un suivi de 60 mois, eh bien, les 3 à 6 premiers mois, tout le monde améliore son hémoglobine glyquée parce qu'il y avait la possibilité de modifier les traitements dans le groupe médical. Et puis après, en fait, on voit que ces patients dont l'objectif était d'avoir 7% d'hémoglobine glyquée et qui démarraient très haut à 9,5, ils étaient très déséquilibrés, eh bien, ils arrivent à maintenir en fait ce 7% d'hémoglobine glyquée, quel que soit le bras chirurgical pendant les 60 mois. Et puis dans le groupe médical, c'est un petit peu plus chaotique. Alors tout ça, bien sûr, chez les patients traités, il y avait très très peu de patients à l'inclusion qui n'avaient pas de traitement. Il y avait donc dans le groupe ici sur les colonnes en fait à l'inclusion, et tout en bas en fait ce sont des patients qui n'ont pas de traitement. Ils étaient très très peu nombreux. Et si on se focalise sans les détailler, eh bien ce qui se passe à 60 mois en fait, eh bien on se rend compte que dans le groupe bypass, comme dans le groupe sleeve, il ne reste plus que très peu de patients sous insuline, alors qu'il y en a encore beaucoup dans le groupe médical. Et puis surtout, dans le groupe bypass, en fait, eh bien, donc chaque groupe avait à peu près 50 patients, 45% des patients n'avaient plus aucun traitement, ils étaient en rémission de leur diabète. Et vous voyez que ce taux de rémission, en fait, était à 25% dans le groupe sleeve, alors qu'il n'y en avait pas, en fait, restait 2 dans le groupe médical. Donc, quand on voit ces résultats, pour un diabétologue, c'est très impressionnant de voir que l'on peut avoir, encore une fois, sur une durée quand même assez prolongée, et bien finalement des résultats extrêmement importants. Alors, il y a une chose aussi en diabétologie qui est importante, en fait, c'est que là, on pourrait dire les tri-monothérapies, tout ça, voilà, ça a un petit peu évolué, mais finalement, quand on améliore partiellement le diabète, pour nous, c'est très intéressant déjà. On ne cherche pas à avoir en fait la guérison du diabète en diabétologie. Quand ça arrive, c'est bien, mais les améliorations partielles du diabète, eh bien, on est très intéressé aussi. Alors, la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut se protéger du risque de développer un diabète de type 2 ? Parce que vous le savez, on essaie de faire de la prévention du diabète de type 2, c'est très très difficile. Et en fait, dans la SOS Study, sur un suivi de 15 ans, eh bien, ici, vous avez en fait le nombre de patients cumulés, de nouveaux patients qui ont développé un diabète de type 2 au cours du suivi, dans le groupe contrôle, en fait, et le groupe chirurgical. Et en fait, on voit que le groupe chirurgical, eh bien, réduit, dans la chirurgie, réduit le risque de devenir diabétique de type 2 de 87%. Enfin, la troisième question, c'est on améliore les glycémies. On prévient le diabète, est-ce que ça permet de réduire les complications microvasculaires? La réponse est oui aussi. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très récent. Donc avril 2017, dans le Lancet, où on a en fait un suivi à long terme de la SOS Study. Ils ont regardé leurs patients inclus au départ, normoglycémiques, prédiabétiques connus, des diabétiques méconnus mais découverts lors de l'inclusion et des diabétiques connus. Et en fait, on voit que sur 19 ans de suivi, eh bien, on a beaucoup moins de cas en fait, de complications de microangiopathie dans le groupe chirurgical que non chirurgical. C'était très significatif. Et surtout, ce qui est intéressant, en fait, c'est que l'effet de prévention le plus important de prévention du risque de complications, c'est le groupe prédiabétique qui l'a eu, pas le groupe diabète connu. Alors, c'est peut-être un problème d'effectif, mais c'est aussi parce qu'on peut imaginer que le groupe prédiabétique a ralenti l'évolution vers le diabète avéré, ce qui, en plus, en fait, a permis de réduire les complications de microangiopathie.
Donc du coup, si on résume, la vision diabétologique de la chirurgie bariatrique, en fait, on a indiscutablement une part métabolique, un effet métabolique très important, non seulement pour traiter le diabète de type 2, mais pour le prévenir et aussi pour prévenir les complications, en tout cas pour les populations à plus de 35 kg par mètre carré. Et en fait, on peut se demander si on ne peut pas extraire de la chirurgie bariatrique la chirurgie métabolique, c'est-à-dire opérer des patients non plus pour leur poids, mais pour leur diabète de type 2. Et donc, on peut poser cette première question, mais la deuxième question, c'est est-ce qu'il ne faut pas aller vers d'autres populations de diabétiques de type 2, c'est-à-dire ceux qui sont entre 30 et 35 kg par mètre carré d'indice de masse corporelle, et pour les Asiatiques, entre 27 et 32 kg par mètre carré. Cette chirurgie métabolique, en fait, elle a été beaucoup développée dans la littérature, en tout cas dans son concept, dans sa mise en place, en fait, encore une fois dans les concepts, par Francesco Rubino, qui a publié en 2016 dans Diabetes Care, eh bien, une proposition d'algorithme dans laquelle, pour la première fois, on a vu apparaître en fait des obèses de classe 1, donc 30-34 DMC, ou pour les Asiatiques 27-32, et il propose, alors c'est un groupe de travail et une validation des sociétés savantes, en fait, eh bien, pour ces patients qui ne sont pas très bien équilibrés pour leur diabète, malgré un traitement optimal, eh bien, pourquoi pas proposer, considérer, réfléchir à la chirurgie métabolique. Cet algorithme a été ensuite importé par la Société américaine de diabétologie. Tous les ans, en fait, en début d'année, on a les standards de soins, en fait, des sortes de recommandations internationales pour le soin du diabétique, où est apparu un chapitre chirurgie métabolique pour la première fois, qui reprend en fait un petit peu ce que dit Francesco Rubino et son groupe de travail, c'est-à-dire chirurgie métabolique pour des patients qui ont adultes, un diabète de type 2, 30-35 IMC, avec les IMC pour les Asiatiques, avec un diabète qui est mal contrôlé. Et vous voyez ici que le niveau de preuve n'est pas A, mais B. Ça, c'est très important, on va y revenir après. Alors, quand on voit tout ça, on se dit, mais c'est fantastique, parce que par rapport à ce que nous, on fait en diabétologie, avec tous nos traitements, on a des résultats parfois en fait très très décevants. Pourquoi ne pas y aller là tout de suite? Et en fait, j'aimerais attirer votre attention sur les différences entre les diabétiques de type 2 de diabétologie et de nutrition, puisque j'ai eu affaire aux deux. Alors, en diabétologie, les IMC des patients ne sont jamais énormes. Et ça ne tient pas au fait qu'on a un service de nutrition à côté. En pratique, dans n'importe quel service de diabétologie en France, en fait, les IMC habituels sont entre 28 et 32 kg par mètre carré. Et chez nous, en fait, à la Pitié, eh bien, les 32-35 ne représentent que 20% des patients. Ce qui veut dire que si on se fie à cette définition d'indication de chirurgie métabolique, il est sûr que ça ne va pas concerner la majorité de nos patients diabétiques de type 2 qui sont très très loin d'être super obèses. Alors pourquoi certains arrivent en fait à avoir 45 d'IMC et un diabète de type 2 en nutrition et d'autres juste 30 ou 28 d'IMC et en diabétologie? Eh bien parce que l'histoire naturelle en fait qu'on se fait un petit peu, c'est le film qu'on se fait dans la tête, le patient est en surpoids, ensuite il grossit un petit peu plus, obésité de grade 1, 2, etc. jusqu'à l'obésité morbide. Cette histoire n'est pas tout à fait vraie. En fait, pour le risque cardiométabolique, les choses se passent très tôt, sûrement in utero, mais surtout au moment de la puberté de la croissance. Est-ce que vous êtes capable ou pas d'expandre votre tissu adipeux sous-cutané? Si vous êtes capable de l'expandre, vous aurez plein d'adipocytes où stocker vos lipides en excès. Du coup, vous en mettrez moins dans le pancréas, dans le foie, dans les muscles, vous avez moins de lipotoxicité. Et surtout, votre pancréas, qui n'est pas en fait plein de lipides, eh bien, il va garder une fonction bêta-cellulaire viable. Et donc, ça explique que dans la cohorte de Jean-Michel Aupert et de Karine Clément, quand on prend tous les IMC au-delà de 40, sur plus de 2000 sujets, on n'a que 25% de diabétiques de type 2. Donc, il est faux de dire que plus l'IMC augmente, plus on a des diabétiques de type 2. En fait, les grands obèses sont protégés du risque cardiométabolique. Qu'est-ce qui se passe à l'inverse? Si vous n'avez pas été capable de développer votre tissu adipeux sous-cutané, le viscéral essaie de prendre le relais, mais difficilement. Donc vous avez moins d'obésité parce que vous pouvez moins stocker et l'excès de lipides, vous le mettez dans le foie, le pancréas et les muscles. Et là, vous avez beaucoup de lipotoxicité, d'inflammation de bas grade et surtout un pancréas qui va beaucoup souffrir. Et donc en diabétologie, nous avons beaucoup de patients qui ont une carence avérée en insuline, alors qu'en nutrition, il y a beaucoup de patients diabétiques qui gardent un pancréas fonctionnel. Alors ces différences en fait de morphotype font qu'on a d'authentiques diabétiques de type 2 qui ont une obésité, certes, mais pas massive, mais très très abdominale. Et ici, en fait, vous avez comme conséquence possible un papier assez ancien, datant de 96,
japonais où vous avez une cohorte de femmes japonaises prédiabétiques et hypertendues qui vont bénéficier d'un régime très basse calorie. Cette première patiente, en fait, avec des évaluations métaboliques et une coupe de scanner abdominal, cette patiente, vous voyez, quand elle a perdu ses 10 kilos, on a une fonte considérable de son tissu adipeux viscéral intra-abdominal, avec un rapport viscéral sur sous-cutané, en fait, qui est considérablement modifié. Cette autre patiente, qui certes pesait un peu plus que la précédente au départ, mais qui a perdu 12 kilos, eh bien on voit en fait qu'elle a perdu 12 kilos, mais qu'elle a gardé son tissu adipeux viscéral. La première a complètement guéri son prédiabète et a amélioré son hypertension. La seconde n'a rien amélioré. Donc ceci veut dire, en fait, et ça c'est encore une inconnue, c'est que dans les IMC plutôt bas, entre guillemets, par rapport aux super-obèses, quand il y a une perte de poids, nous ne pouvons pas être sûrs à 100%, et ça se voit aussi pour les régimes basse calorie, on n'est pas certain, en fait, qu'il puisse y avoir une diminution du compartiment qu'on aimerait voir disparaître, qui est dangereux sur le plan cardiométabolique, qui est ce tissu adipeux viscéral. Et là, on peut imaginer qu'après une chirurgie bariatrique, en fait, ou des nouveaux développements d'une chirurgie mini-invasive, qu'il y a une hétérogénéité entre ces deux groupes de patients. Certains vont garder pendant un petit moment peut-être un diabète résiduel après une action, alors que les autres catégories vont avoir un diabète résolu. Alors un autre élément important, comme je vous l'ai dit, c'est que la carence en insuline sans diabéto, l'insulinorésistance prédomine en nutrition. Pour vous donner un exemple, voici un patient typique de nutrition, IMC à 40, hémoglobine glyquée 9%, total d'insuline administrée 150 unités par jour, alors que ses besoins physiologiques par rapport à son poids ne sont que de 80 unités par jour. Il a d'autres traitements. Ce patient, pour nous diabétologues, c'est un insulinorésistant prédominant. Il a probablement une NASH, et en fait, il n'a pas de déficit majeur de sécrétion d'insuline. On va voir tout de suite pourquoi. Et quand on améliore en fait son poids, eh bien le pancréas qui reste fonctionnel va très très vite contrôler la glycémie parce que l'insulinorésistance va beaucoup s'améliorer. En diabétologie, on a aussi ce type de patient. 33 d'IMC, 9% d'hémoglobine glyquée, des quantités d'insuline administrées supérieures aux besoins physiologiques, et encore une fois, là, une résistance à l'insuline qui prédomine. Par contre, on a aussi en diabétologie ce type de patient, 33 d'IMC, 9% d'hémoglobine glyquée, à peine 60 unités par jour d'insuline pour des besoins physiologiques à 76, donc là on pourrait dire qu'en augmentant un peu les doses d'insuline, on va améliorer le diabète. Eh bien, ce type de patient n'a pas de résistance à l'insuline et il a plutôt un déficit de la cellule bêta. Eh bien, je suis persuadé que n'importe quelle technique de chirurgie bariatrique va améliorer considérablement le diabète lorsqu'il y a une insulinorésistance prédominante, mais je ne suis pas certain, parce que je n'ai pas vu d'études, sur ce type de patient carencé en insuline et qui probablement, en fait, si on suit un peu nos raisonnements physiologiques, risque de garder en fait un diabète résiduel post-opératoire. Mais encore une fois, quand nous on peut améliorer les choses, avec votre aide, en fait, c'est déjà bien. Alors, cela conduit tout de suite à se dire, mais à quel stade opérer, hein? Si la Société américaine de diabétologie rappelle un peu les propositions de chirurgie métabolique, elle rappelle aussi que ça marche bien et très bien quand on est jeune, quand on a moins de 8 ans de diabète connu, quand on n'utilise pas d'insuline et quand on a un bon contrôle glycémique au moment de l'opération. Or, c'est exactement la population qui, en fait, répond le mieux en diabétologie aux modifications du mode de vie et aux traitements pharmacologiques. Quand je pose la question à mes collègues diabétologues, quand est-ce que tu vas opérer un patient diabétique de type 2, lui, tout le monde me dit plutôt à 12% quand il y a tous les traitements qui ont été mis et qu'on s'en sort. Alors, pour finir, en fait, juste, quelles preuves d'essais cliniques, quels essais cliniques, quelle littérature, en fait, pour la chirurgie métabolique, encore une fois, pour des IMC plutôt bas. J'ai fait une revue de la littérature parue dans le diabète et métabolisme récemment, en fait, où on voit que la majorité de ce qui a été publié l'a été dans des populations originaires d'Asie et du Pacifique, qui ont d'autres niveaux d'IMC que nos patients. Donc, grâce à des études comme celle de Schauer, en fait, on sait maintenant, petit à petit, qu'on a des études pour les IMC inférieurs à 35 ou supérieurs à 35, avec dans son étude pas de grande différence en fait dans le suivi nutritionnel ou dans le suivi chirurgical, donc c'est plutôt rassurant. En conclusion, oui, on peut parler de chirurgie métabolique et on doit en parler. La question en fait, c'est qu'à mon avis, on ne peut pas extrapoler les données obtenues dans la gigantesque littérature qui occupe le super-obèse, car les obèses de diabétologie n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques.
Des études spécifiques sont nécessaires avec une vraie évaluation métabolique, donc ça on peut en parler parce que c'est compliqué d'évaluer le métabolisme chez le diabétique. La rémission des diabètes, c'est un résultat optimal, mais la rémission partielle, c'est toujours bon à obtenir. Et puis, là, c'est le côté diabéto qui parle. En fait, attention à certaines complications. Les rétinopathies proliférantes, certaines neuropathies sont très, très rapidement aggravées par la correction rapide de la glycémie. Donc ça, il faudra faire attention. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, justement, de prendre la parole n'étant pas diabétologue. Et je voudrais juste vous poser une question qui m'est venue à l'esprit dès votre première diapositive. Vous avez dit la chirurgie bariatrique améliore le diabète. Et moi, je voudrais savoir si c'est la perte de poids ou la chirurgie bariatrique. Je vais m'expliquer, puisque on a bien compris après qu'il y avait des diabétiques qui étaient plutôt de diabétologie et d'autres de nutrition. Et je me suis toujours posé la question si vous agissiez uniquement par la perte de poids, vous n'avez pas montré de courbe, ou si vous agissiez également, et je me tourne vers le chirurgien, par la façon dont on fait la chirurgie. Puisqu'on sait que l'anogastrique n'avait probablement pas le même effet sur le diabète. Est-ce que vous pensez que la sleeve et le bypass, pour moi, c'est vrai que j'aurais aimé, entre guillemets, que vous me disiez, est-ce que c'est la perte de poids qui traite le diabète, ou est-ce que c'est vraiment la chirurgie bariatrique, la chirurgie métabolique? C'est ça, puisque dans ce cas-là, comme vous l'avez dit, on peut utiliser la chirurgie métabolique, même pas uniquement pour faire perdre du poids, mais pour guérir le diabète. Donc, je voudrais que vous précisiez bien cette question, parce que je crois que c'est très important pour nous qui ne sommes pas spécialistes. Alors, effectivement, en fait, la question est centrale dans cette discussion. Et on a en fait une analyse de la SOS Study qui a montré que, quelle que soit finalement la glycémie de départ, quel que soit le statut diabétique de départ, ce qui compte pour la rémission du diabète au bout de 15 ans, 19 ans, post-chirurgie, c'est la perte de poids résiduel. Donc il y a un effet, alors ils disent dans leur conclusion, même si certaines techniques ont des effets spectaculaires, immédiats, dans le post-opératoire immédiat, comme on le voit tous en fait, en particulier les bypass gastriques, mais d'autres chirurgies, à long terme probablement, la perte de poids est l'élément le plus important. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a eu les analyses intermédiaires des nouveaux cas de diabète, on a vu dans la SOS Study revenir des patients diabétiques. Et là, c'était souvent corrélé en fait à une reprise pondérale. Donc on ne peut pas exclure que dans la chirurgie, il puisse y avoir une question fondamentale qui est la perte de poids. Mais la chirurgie mal absorptive va induire des changements hormonaux qui ne sont pas négligeables en eux-mêmes. Et donc c'est très différent en fait, et c'est un peu la diapo de Schauer, de voir les traitements résiduels. Certains patients vont pouvoir se passer de leur insuline parce que l'anatomie chirurgicale a changé, cela va redonner des incrétines, cela va redonner plein d'autres modifications qui vont relancer la sécrétion d'insuline. Mais d'autres patients diabétiques, avec la même chirurgie, n'auront pas ces effets et seront beaucoup plus dépendants de la perte de poids. Donc moi je suis partisan d'analyser avant l'opération les diabétiques, de dire exactement à qui on a affaire. Y a-t-il du GLP-1 résiduel ou pas? Parce que tous ne sont pas carencés en GLP-1. Est-ce qu'ils sont très carencés en insuline ou pas? Pour les stratifier et pour peut-être se dire qu'au-delà de l'IMC, c'est leur statut métabolique au sens diabétologique qui va nous conduire vers telle ou telle chirurgie. Le chirurgien approuve dans les indications opératoires, c'est pas les malades toujours pareil selon leur métabolisme. Absolument, je pense que là, sur ce dernier commentaire de Fabrizio, on n'a pas prononcé, mais on pourrait parler de chirurgie de précision. Vous savez qu'une des grandes marottes de la fin, au début du XXIe siècle, c'est la médecine personnalisée qui est devenue la médecine de précision. On ne donne plus la force de thé noir à tout le monde, mais on adapte les traitements au plus près de chaque patient. Donc on dit précision parce que c'est des groupes de patients homogènes et plus des patients individuels. Eh bien, je pressens que la chirurgie suivra le même chemin, et ce que tu décris, c'est la chirurgie de précision. Ça veut dire qu'on ne va pas simplement peser un patient, mais peut-être mesurer son absorption du glucose et des tas d'autres paramètres qui sont accessibles dès qu'on aura la clé de la répartition entre les résultats et ces points-là. Juste, je ne vais pas prolonger la réponse, mais juste vous signaler que Maude Le Gall, on a deux Maudes aujourd'hui, Maude Le Gall, donc la chercheure d'entre nous, va nous parler tout à l'heure exactement de ce que vous soulignez, c'est-à-dire de mécanismes qui certes sont peut-être pas rémanents dans le temps et éternellement, mais qui au moins dans les premières années, avant que le corps ne se défende et finalement réagisse et les fasse disparaître, parce qu'on voit que ça a une grande plasticité intestinale, des mécanismes qui sont indubitablement indépendants de la perte de poids et qui intéressent énormément le monde de la recherche, parce qu'au-delà de la chirurgie,
Et aussi, comment pourrait-on la reproduire chez des millions de personnes? N'oubliez pas, 4% de la population française est diabétique. Donc c'est bien plus que les obèses sévères. Donc c'est pour ça que ce sujet est important. Aujourd'hui, on le voit arriver. Dans 5 à 10 ans, je pressens qu'il sera majeur et qu'il assoira cette chirurgie dans le long terme. Oui, c'est juste un commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit. Dans la mesure où on voit apparaître quasiment la possibilité d'une guérison du diabète, n'y a-t-il pas un danger de surindication de cette chirurgie, ou passer les bornes pour dire il ne faut pas, ou est-ce qu'on ne voit pas apparaître une espèce d'excès? Voilà. Donc les problèmes sont moins difficiles, mais... Oui, effectivement, on peut vu les risques importants du diabète déséquilibré en termes de réduction de la qualité de vie, des complications, etc., on peut se dire, si on a le moyen de l'enlever, c'est quand même quelque chose d'important. Alors ce qui se passe, en fait, c'est qu'à l'heure actuelle, je pense que la plupart des centres, en tout cas dans ceux que j'ai travaillé, ont respecté les indications, mais c'est-à-dire IMC 35, etc., mais on sent que nos mentalités sont en train de changer. Parce qu'on se heurte, en fait, on a chez nos patients des patients qu'on ne sait plus soigner. Ils ont tout. Voilà, les analogues de GLP-1, l'insuline, la pompe insuline, tout ça, et ça ne marche plus. Et donc, il y a un moment, en fait, où on se dit, mais peut-être j'ai attendu trop tard, je suis arrivé trop tard. Voilà. Voilà, et donc, est-ce que la réflexion, c'est se dire, quand on commence à voir, en fait, qu'on est dans la franche escalade thérapeutique, on court derrière les glycémies, est-ce que ce n'est pas là où il faut dire, peut-être qu'il faut un traitement qui est plus radical? Voilà. Et ces patients-là, peut-être on les avait moins avant, parce que l'obésité touche tout le monde. Même les diabétiques de type 1, maintenant, beaucoup sont surpoids ou obèses. Et donc, ces situations où on est très démunis, malgré la pharmacologie, eh bien, ce sont des situations qu'il nous faut réfléchir. Pardon. Quel est le revers de la médaille? Alors, le revers de la médaille, c'est qu'il faut bien peser. Voilà, c'est qu'il faut bien peser. Excusez-moi, je pense qu'on m'a entendu. Quel est le revers de la médaille? Cette chirurgie, elle a sûrement des effets délétères, des complications. Juste pour vous répondre, là, c'est des complications, je vais en parler un petit peu. Objectivement, c'est un sujet qui a été abordé dans d'autres, qui est évidemment très important, mais vous avez eu ici, dans cette assemblée, des communications spécifiques sur ce sujet qui est majeur. Aujourd'hui, nous avions choisi de faire porter l'accent sur plutôt la recherche et l'avenir. Donc évidemment, il ne faut pas laisser ces questions sur le côté, mais si on les aborde, ça nous entraînera dans les discussions qui sont importantes. Et je pense qu'on ne peut pas les oublier, mais c'est un autre aspect. Aujourd'hui, on aimerait vous ouvrir sur ce qui va probablement, si tout va bien, se passer dans 5 à 10 ans, et asseoir cette chirurgie quand elle sera devenue raisonnable. Il y a encore un peu de chemin, il y a de la maturation encore. Il y a peut-être encore une question, puis après, je propose qu'on passe à la suivante. Je voudrais qu'on revienne, qu'on revienne sur le choix de l'opération bariatrique. En effet, dans mon expérience, qui depuis 22 ans porte sur plus de 8000 interventions bariatriques, j'ai pu au fil du temps constater qu'il y avait 2 types d'opérations. Les restrictives qui reprenaient du poids et qui revoyaient récidiver leur diabète, et l'assortive qui a récidivé un certain nombre, mais pas tous. Et donc il me semble qu'il serait indispensable de faire une étude randomisée, précise, mais sur une durée beaucoup plus élevée que les 60 mois qui nous ont été proposés. Oui, bon, Maud vous parlera d'études randomisées qui sont faites en France. Embryon de réponse, même à 60 mois, la réponse est dans l'article qui a été présenté. La sleeve gastrectomie aboutit au même résultat, mais avec des médicaments. Il y a une supériorité nette, indéniable, dans la chirurgie un peu mal tortive, le gastric bypass en termes de résultats. En tout cas, quantifié. Après, bon, pour le clinicien, une opération plus simple et quelques médicaments peut aussi être un choix rationnel.